votre présence à cette première conférence en lien avec notre nouvelle exposition qui s'intitule De pièce en pièce, 10 ans d'enrichissement patrimonial. L'idée de ce cycle de conférences est de mettre en avant une façon qui nous a permis d'enrichir les collections de la Bibliothèque patrimoniale. Donc aujourd'hui, on va parler du don et plus spécifiquement du don de Julien Hugo d'Herbert que vous avez pu voir pour certains dans l'exposition, à savoir le don de planches de bande dessinée. Un petit mot quand même pour préciser que nous travaillons depuis un certain nombre d'années avec Julien Hugo d'Herbert. Alors quand je dis on, c'est le réseau des bibliothèques de Rouen, puisque j'ai déniché une archive, un texto qui nous indique que Julien était déjà présent en 2013 pour une exposition autour des super-héros. Tu t'en rappelles peut-être? J'étais jeune. Depuis, on a gardé contact, on a travaillé régulièrement avec lui, c'est sans doute ce que tu vas expliquer durant la conférence. Et donc on est très content aujourd'hui de t'accueillir et de voir aussi l'aboutissement de tout ce travail, de tout ce partenariat avec cette exposition. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être là. Et donc en effet, je vais vous parler de comment on fait une bande dessinée et plus précisément comment j'ai réalisé les 5 planches que vous avez pu voir ou que vous allez voir dans la dernière salle de l'exposition. Voilà, donc je vais essayer d'aller assez vite, on pourra également discuter ensuite ensemble après, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, donc, moi j'ai principalement travaillé sur des séries américaines, j'ai principalement travaillé pour des éditeurs américains, donc ce qu'on appelle le comics. En anglais, comics ça veut dire bande dessinée, tout comme manga ça veut dire bande dessinée en japonais, etc. Et j'ai travaillé donc sur une série qui s'appelle Injustice principalement et sur Star Wars en tant qu'encreur. Alors vous vous demandez ce que c'est que l'ancrage, ce que fait l'encreur, je vous en parlerai juste après, vous allez voir, ça va être très clair très vite. Mais j'ai également travaillé sur ces bandes dessinées chez Petit à Petit qui sont des docu-BD, des bandes dessinées documentaires. Ici vous avez un tome de Rouen dont sont extraites les pages que vous pouvez voir dans l'exposition. Comme je disais précédemment, ce sont des anthologies, c'est-à-dire que nous sommes 9 dessinateurs à chaque fois à dessiner 9 histoires qui racontent 9 anecdotes différentes sur l'histoire d'une ville ou d'un bateau, pour le cas du France. Toutes ces pages de BD sont entrecoupées de pages documentaires qui vont un petit peu plus expliquer le contexte, les événements historiques, la grande histoire en fait, les BD étant la petite histoire. Donc le France, que vous voyez ici en image et que vous avez ici en vrai, c'est ma dernière sortie en date. Ça raconte en 2-3 mots les frasques de Salvador Dali sur le bateau, avec son épouse, son Oslo, etc. Et le pauvre personnel qui devait subir tout ça au quotidien. Donc, comme je vous disais, je vais vous parler un petit peu des métiers de la bande dessinée et comment on fait une page de bande dessinée. Alors ici, j'ai un exemple qui est une couverture de Superman. C'est dessiné par Renato Guedes, qui est un dessinateur brésilien, qui habite Sao Paulo. Et ça me permet, sur cette base, étape par étape, de vous parler de chaque étape et donc de chaque métier. Avant toute chose, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas ici parce qu'en fait sa contribution n'est pas visible, c'est l'éditeur. L'éditeur, c'est notre maître à tous, c'est celui qui paye, c'est celui qui est propriétaire des personnages, c'est celui qui est propriétaire des concepts dans le cadre de Rouen, par exemple, du docu-BD, c'est Olivier Petit, Petit à Petit, pour l'album Rouen, ici. Et dans le cadre de Superman, c'est DC Comics qui existe depuis à peu près 100 ans comme éditeur, pas tout à fait 100 ans, quelques 80-90 ans, pardon. Et DC Comics, c'est la Warner en fait. La Warner est propriétaire de Superman, de Batman, de Wonder Woman, de Flash et de tous leurs amis. Voilà. Donc c'est lui qui est, comme je dis, propriétaire du personnage, c'est lui qui va décider ce que vont vivre ces personnages. C'est pas spécialement le scénariste. C'est-à-dire que, par exemple, les zombies sont à la mode, l'éditeur va dire à un scénariste « J'ai besoin que tu m'écrives une histoire de zombies » ou « Superman va se battre contre des zombies » parce que les zombies sont à la mode, par exemple.
Le scénariste, généralement il dit oui parce qu'on ne dit pas non à DC Comics, et il va écrire son histoire. Donc le scénariste, il tape un texte. Je vous verrai un exemple tout de suite après avec le scénario d'Olivier Petit sur la bande dessinée de Rouen. Il tape un texte où il va raconter ce qui se passe dans la page. Là par exemple, il va dire à son dessinateur « Superman vole dans une ville dévastée ». Okay. Le dessinateur, lui, il reçoit le script, le scénario, et puis il va faire un premier storyboard, en fait, c'est de la narration ici. Oh, pardon, j'ai bougé. C'est de la narration ici où en fait le dessinateur il va faire un premier croquis où il va présenter, voilà comment je l'imagine. Parce qu'en fait Superman il pourrait voler de profil, on pourrait avoir la caméra qui serait par exemple au niveau d'une fenêtre d'un bâtiment, on le verrait de profil, on pourrait le voir par en dessus, par en dessous. Là il a choisi de le présenter de face. De face, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va pouvoir montrer son visage. C'est pour une couverture ici, la couverture c'est fait pour vendre. Okay. Donc le scénariste lui dit ouais ok ça me va, vas-y. Il va détailler le dessin. Vous avez vu, pour donner un peu plus de dynamisme, il va un petit peu tordre l'inclinaison de Superman, mais on voit là son regard. Donc il n'est pas ni méchant, ni souriant, ni il est neutre. C'est le héros, il est déterminé. À chaque fois, il y a des allers-retours qui se font entre le scénariste, l'éditeur, le dessinateur. Tout le monde est dans la boucle, tout le monde discute ensemble en fait. Parce que l'éditeur aussi pourrait dire non, là ton Superman, je trouve qu'il fait trop méchant, je ne vais pas pouvoir vendre des posters avec cette couverture. Donc je ne valide pas. L'étape d'après, il dessine la ville détaillée. Parce que là vous voyez que la ville elle a été faite un petit peu à main levée. Les immeubles ici ont été faits de façon beaucoup plus détaillée. Là le dessinateur il a passé 3 jours de sa vie à dessiner des fenêtres. C'est très très long, il faut bien que je le fasse. Voilà. L'image suivante ici c'est l'ancrage. Comme le dessin était très détaillé, l'encreur n'a eu besoin que de repasser les traits en quelque sorte. Après l'ancrage, on a la couleur. La couleur, donc le coloriste d'abord il va placer ses aplats de couleurs. Ici, on peut se dire que, ma foi, il n'a plus qu'à colorier, c'est-à-dire que la couleur du costume de Superman, elle est bien connue, le bleu, c'est pas un turquoise, le rouge, c'est pas du fuchsia, c'est un bleu et un rouge, c'est très standardisé, comme un drapeau, par exemple, il n'y a pas 36 choix possibles. Par contre, il y a une petite information qui n'était pas forcément sur le script, ni sur le dessin, c'est qu'il fait jour. Parce que Superman, il travaille le jour, Batman travaille la nuit, Superman travaille le jour. Mais enfin, il vaut mieux le montrer. L'étape d'après, le dessinateur a rajouté ce que j'appelle un petit peu de modelé, avec une contre-lumière bleue qui vient par en dessous. Donc là, on peut imaginer par exemple que ce sont des gyrophares d'une voiture de police ou autre, et puis on voit bien, par rapport à la transparence dans sa cape, que la lumière est zénithale, donc il fait jour. Voilà. Donc on a 2 lumières, le bleu, le rouge. Et le bleu, le rouge, c'est un truc classique de tous les films d'action, c'est la sirène de police qui clignote. Quand on regarde n'importe quel film d'action des années 80, on regarde Terminator, Schwarzenegger a un côté rouge, un côté bleu, toujours. Voilà, donc ensuite il rajoute des effets spéciaux, des brillances et autres, les brillances du pare-brise, et ensuite on a le lettrage qui est rajouté. Donc pour résumer, vous avez quelques personnes qui travaillent sur une page de bande dessinée, vous avez un éditeur donc, qui décide de tout, vous avez le scénariste qui écrit l'histoire, le dessinateur qui la dessine en partenariat avec l'encreur, le coloriste qui vient rajouter les couleurs, bien entendu, et le lettreur qui vient rajouter le texte, les bulles et autres onomatopées. Parfois, un même dessinateur, une même personne va tout faire, un même auteur va tout faire. C'est souvent le cas dans la BD franco-belge d'ailleurs. Pour ma part, moi je suis dessinateur et encreur. J'ai longtemps travaillé seulement en tant qu'encreur, mais je fais les deux. Donc, dans le Rouen tome 2, moi j'ai raconté l'arrivée de la... Olivier Petit m'a transmis un scénario qui raconte l'arrivée de la peste à Rouen au XIVe siècle, que j'ai mis en image. C'est vraiment un honneur d'avoir mon nom dans cette salle. Je vais quand même un petit peu parler de pourquoi je me retrouve là, en 2-3 mots.
C'est parce que lorsqu'Olivier Petit m'a confié ce scénario et m'a demandé de dessiner cette arrivée de la peste à Rouen au XIVe siècle, j'avais de vagues idées de la façon dont les gens étaient habillés au XIVe siècle. Je me doutais qu'il n'y avait pas de fermeture éclair ou de scratch. Par contre, j'étais pas sûr que ce soit des boutons, j'étais pas sûr que ce soit des lacets. Ça, ce sont vraiment des choses que je ne suis pas historien, je ne maîtrise pas bien ces sujets. Et comme Virginie le disait en introduction, on a déjà travaillé ensemble avec les bibliothèques. Donc, j'ai tout simplement fait un petit mail en disant « Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et elles m'ont envoyé, je dis elles, parce que c'était avec Christelle également, de l'iconographie, tout en mettant des réserves également, parce que ces images qu'on t'envoie aient conscience qu'elles ont été faites au XVIe siècle, donc sans doute qu'elles ne sont pas très justes, mais c'est ce qu'on a. Et également du texte. Je vous dirai un petit peu plus loin où ça m'a servi. Et puis, moi en retour, les originaux, j'ai décidé d'en faire don à la bibliothèque pour les remercier. Voilà, ce sont ceux que vous voyez là juste à côté. Voilà, donc Olivier m'a écrit un scénario et voilà comment ça se présente. Donc un scénario, c'est du texte. C'est du texte pur et dur. Et vous avez une description page par page, case par case. C'est-à-dire page 1, case 1, avec un cartouche de texte. Le 1er novembre 1347, jour de la Toussaint, 12 galères génoises venues de Crimée accostent à Marseille. Et ensuite, j'ai une description de ma case, vue des galères génoises. Donc ça, voilà, je me débrouille. Donc je sais que ça se passe à Marseille, je sais qu'il y a des galères génoises qui arrivent, donc il va falloir que je le dessine. Ensuite, case 2, dans leur cale, des dizaines de rats, vue de la cale d'un navire rempli de sacs de caisse et de ballots, etc., etc. Donc le scénariste va comme ça me décrire, case par case, page par page. Alors c'est très bien quand le scénariste il connaît son métier, c'est le cas d'Olivier Petit qui est également éditeur, scénariste, éditeur. Certains scénaristes, ce n'est pas leur métier. Et ça peut poser problème. Parce que par exemple, je vais imaginer la description de la case suivante. John est dans son fauteuil en train de lire le journal, quelqu'un tape à la porte, il se lève. Il regarde par l'œilleton et il demande qui c'est. La personne dit c'est Tiffany. Tiffany, ah bon, tu es là? Ouvre-moi, je t'ouvre. Imaginez dessiner ça en une seule case. Donc un seul dessin. Vous rigolez? Honnêtement, parfois c'est à peu près ce que je vois. Donc on est obligé de soit de faire ça en plusieurs cases, soit de lui dire est-ce que franchement le qui c'est Tiffany, ouvre-moi, il fait froid, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On va un petit peu élaguer. Voilà. C'est ça en fait la différence majeure entre le script et la prose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire de la même façon qu'on écrirait un roman. Et d'ailleurs beaucoup de romanciers sont de mauvais scénaristes de bande dessinée. Et l'inverse est vrai aussi. Donc moi, à partir de là, je vais réfléchir à un crayonné. Alors, réfléchir à un crayonné de bande dessinée, on peut se dire que c'est comme quand on dessine. Alors quand on dessine, des règles de composition de base, ça existe depuis toujours. Hein. On a le nombre d'or pour la Joconde, vous voyez, on regarde ça, et puis l'œil naturellement va suivre, les cheveux va aller sur le bord de la tête et va aller jusqu'aux mains. Donc Léonard de Vinci a réfléchi ce tableau-là de façon à ce que tout soit harmonieux et que l'œil du spectateur voit facilement tous les éléments qu'il veut montrer. Ça c'est donc un type de composition. Il y a un autre type de composition avec les points de force, c'est-à-dire que c'est la règle des 3 tiers. On va diviser notre toile en 3 tiers égaux, et puis là où il y a des... 3 tiers sont souvent égaux, oui. Et là où il y a des points de conjonction, en fait, c'est souvent là où on va regarder. Donc on est à peu près au niveau du visage, on voit ce qu'elle fait, la laitière, on voit son visage, on voit ce qu'elle fait. Tout ça, ce sont des choses qui sont assez classiques dans la composition d'une image. Il y en a plein d'autres, il y a la composition en carré, en triangle, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que la bande dessinée, en fait, une page, c'est une image. Mais c'est une image d'image, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs images dedans. Et donc ce qui est très important dans la bande dessinée, c'est la narration. Alors une planche de bande dessinée, ça ressemble à ça. Hein. Ça c'est Little Nemo in Slumberland. C'est une bande dessinée qui date du début du XXe siècle. C'est l'une des toutes premières. La bande dessinée, grosso modo, a 130 ans. Okay. Et cette planche-là a 110 ans.
Donc Winsor McCay, qui était le concurrent direct de Walt Disney à ce moment-là, c'était une star, hein, vraiment. Quand je dis une star, beaucoup plus que les acteurs du moment d'ailleurs. Il a inventé des codes. Et on peut voir que parmi ces codes, il y en a un qu'il a numéroté en fait les cases. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était pas évident pour le lecteur de commencer en haut à gauche et de descendre en bas à droite. Pour nous, c'est évident parce qu'on a tous grandi avec la bande dessinée, mais c'était pas si simple. Autre chose, je reviens un peu en arrière. Ici, vous avez une planche d'Astérix, donc ça a commencé dans les années 60, hein, Astérix. Celle-ci, honnêtement, je pense que c'est un petit peu plus tardif, ça doit être fin 70, je pense. Et bien, vous voyez ici, Uderzo a eu un petit problème de narration. Ici, c'était pas clair. On ne savait pas si on allait de là à là, et ensuite on devait revenir en arrière. C'était pas toujours évident. Du coup, il a mis des flèches. C'est un peu maladroit. Alors, à sa décharge, la bande dessinée, à ce moment-là, avait quelque chose comme 60-70 ans. Elle en a une cinquantaine d'années de plus. C'est quelque chose qui évolue tous les jours, tout le temps. Et aujourd'hui, on essaye de trouver des combines pour ne pas tomber dans la numérotation ou le fléchage des cases, parce que c'est un petit peu balourd, quoi. Et d'ailleurs, peut-être que si parmi vous, il y a des lecteurs de bande dessinée, vous avez parfois des bandes dessinées qui vont faire 40 pages et que vous allez lire en 3 soirs, parce qu'au bout de 5 pages, vous êtes fatigué, vous piquez du nez, vous allez dormir, pourtant l'histoire vous intéresse. Et puis parfois, vous allez vous taper 120 pages, vous n'allez pas dormir de la nuit, mais vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Pourquoi? C'est parce que quand vous allez lire une bande dessinée, vous allez caler, c'est que votre œil va chercher. Inconsciemment, vous allez passer énormément d'énergie à essayer de vous dire comment ça marche ce truc, quelle est la case suivante, comment ça se passe, qui est ce personnage, où est-ce qu'il va. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire quelque chose de très fluide. Et là, vous allez vous demander pourquoi. Je vous mets un film. Alors, c'est une petite vidéo qui explique le film Drive. Ça dure 3 minutes, ne vous inquiétez pas, c'est rapide. Le cinéma et la bande dessinée se sont beaucoup nourris l'un l'autre, et en fait, vous allez voir qu'il y a des codes qui sont assez proches et qu'on va réutiliser. Donc Drive, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, c'est Ryan Gosling, le bonhomme, là, à gauche, qui a une vie croisée avec sa voisine. Ils se croisent à peine. Bon, c'est une histoire de pègre. L'histoire est finalement assez simple. Hein. Mais ici, vous voyez que le réalisateur, il a séparé son écran en deux. C'est-à-dire que les deux personnages se croisent dans leur vie. Ils vivent chacun leur vie séparément. Donc vous en avez un qui est sur la gauche de l'écran, et vous avez l'autre qui est sur la droite, et ils changent de place, ils se croisent juste. À aucun moment, ils sont dans le même cadran. Ça, c'est quelque chose qui est assez important dans la composition d'image. Ici, vous avez par exemple 2 histoires qui se créent également. Vous avez une histoire en haut, ce sont les adultes qui parlent. Vous allez voir la même histoire vue d'en bas, et c'est l'enfant qui regarde ce qui se passe sans bien comprendre. Ok ? Vous allez vous demander un peu où je vais en venir, mais vous allez voir que ce sont des choses qu'on applique en BD également. On a 2 choses qui se font différemment. Pareil, vous avez une gestuelle sur les mains qui jamais ne dépasse au point supérieur. Voilà. Donc là, je laisse un peu passer, parce qu'il y a un autre exemple qui est très flagrant. C'est à partir de là, vous voyez, vous avez chaque personnage qui est dans sa moitié. Par contre, ici, vous avez également la photo, oui, parce que cette personne, son mari est en prison. Vous avez la photo du mari. Donc le mari et le voisin, Ryan Gosling, sont en concurrence, en quelque sorte. Et vous verrez qu'ils vont être dans le même endroit de l'image. Donc, Ryan Gosling, la voisine, encore une fois, ils sont en opposition. Il est en haut à gauche, elle est en bas à droite. Donc on voit qu'ils ne sont pas ensemble, mais c'est physique, ils ne sont pas ensemble dans le même endroit. Et ici, vous allez voir que le mari et l'amant sont du même côté. Ils occupent la même place dans l'histoire, dans le cœur du personnage, le personnage féminin qui est central d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très réfléchi par... je me lance, je vais dire le nom du cinéaste. Alors ici, en plus de ça, si on n'avait pas compris que c'était coupé en deux, on a l'ombre qui s'arrête là. Et les 2 personnages sont en opposition.
C'est un réalisateur suédois, il s'appelle Nicolas Winding Refn, je m'excuse par avance, voilà. Qui use et abuse de ces cadrages-là. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans la bande dessinée. Bon, alors là, je vais laisser continuer pour la scène de l'ascenseur, où, pareil, vous voyez qu'on a la partie centrale qui est signifiée par la lampe au centre, les deux personnages qui sont chacun dans leur moitié, et au moment où il va y avoir une conquête amoureuse, on va avoir le bonhomme qui va conquérir le terrain visuel de Carey Mulligan, la voisine. Donc tout ça pour dire que, bon, je vais revenir à la bande dessinée, ne vous inquiétez pas, on se nourrit de tout ça sur la composition d'images et on peut le filer sur plusieurs cases. C'est-à-dire qu'ici, je vais vous parler d'une bande dessinée, donc de comics. Alors oui, vous avez compris, je viens principalement de la bande dessinée américaine, donc je vais piocher beaucoup mes exemples là-dedans, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et puis ça a été théorisé chez eux, parce que les auteurs sont beaucoup plus professionnalisés, et ils ne se considèrent pas comme auteurs. Ils se considèrent plus comme des artisans que comme des auteurs. Ici, c'est une bande dessinée qui s'appelle Moon Knight, qui est éditée chez Marvel, et c'est dessiné par Declan Shalvey, qui est un dessinateur irlandais, qui habite à Dublin. Et le personnage de Moon Knight, le chevalier de la lune, il est ici, mais il est également là. Il change de costume suivant ses humeurs. Et bien, vous voyez, le personnage, en fait, il est souvent dans un besoin d'avancer. Il faut qu'il avance. Donc, il est plutôt sur la gauche de l'image. Parce qu'on est en Occident, on lit de gauche à droite. Et à chaque fois, il a un opposant. C'est un punk fantôme, ou bien c'est un mercenaire, mais il a toujours son opposant. Et bien, regardez comment Declan l'a signifié, et ça va tout de suite vous faire écho à ce qui s'est passé dans le petit film d'avant. C'est qu'ici, il a coupé sa page virtuellement au centre. On voit que Moon Knight, quand il a une opposition, il ne passe jamais le côté gauche, il passe jamais du côté gauche au côté droit. Il est coincé dans son côté. Son opposant, il est coincé de l'autre côté. Moi, mes éditeurs m'ont toujours dit, si tu as de la chance, tes lecteurs vont passer 1 minute par page. Honnêtement, avec Declan, les pages se lisent en 20 secondes. Et je parle même pas parce qu'il y a peu de texte. C'est parce que c'est tellement simple à lire que c'est fluide et ça glisse. Ça, c'est ce qu'on essaie tous de réussir à atteindre. Honnêtement, tout le monde n'est pas Declan. Après, je vous ai montré des mises en page simples. Aujourd'hui, on peut tout faire. C'est-à-dire que vous voyez ici cette mise en page où on a le personnage de Flash, où on a une mise en page où l'œil va faire ce mouvement-là. Et c'est très naturel. Et c'est quelque chose qui va amener une forme de... Si vous regardez ce qui se passe dans l'action, vous avez ici un équilibre précaire, et donc le fait que les cases soient inclinées, tordues, biscornues, et que l'œil doit faire un mouvement en permanence, ça va donner un petit peu cet élément de vertige et de vitesse qui est voulu par l'histoire. Ça serait deux personnages qui discuteraient dans une bibliothèque, je pense qu'ils ne verraient pas dessinés comme ceci. Et ici, bon, vous avez une page de Daredevil par Frank Miller. Alors ça, c'était Karl Kerschel, excusez-moi, qui dessine. Et là, vous avez une planche de Frank Miller, grand personnage de l'histoire du comics américain, qui en une seule case a raconté toute une action et on suit très facilement le cheminement du personnage. Pourtant, bon, la première case, ok, c'est facile. Deuxième case, troisième case, il vient vers nous, il descend vers la droite. Ça, c'est logique de descendre vers la droite, mais ensuite il repart vers la gauche et ça fait un colimaçon. On suit l'action très facilement. Voilà, ça c'était des exemples de personnes qui ont vraiment un talent exceptionnel pour mettre en image les scénarios. Et ben, vous en avez un autre là que j'avais oublié, où là, vous voyez, on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est-à-dire que cette page, on la lit 8 fois. Chaque page, on la lit 8 fois. C'est-à-dire qu'on suit les personnages comme ça, ça descend ici, ça vient là, ça passe par derrière, ça descend sur le devant, ici, ça passe par en dessous, on reprend ici. Voilà, c'est une façon de raconter. Alors là, justement, les deux personnages parlent du fait qu'elles ne sortiront jamais de cette boucle.
Alors moi, quand j'ai un scénario, je fais ça. C'est juste après une page de Prométhéa, c'est le choc, mais... je connais aussi un petit peu le public, je sais que souvent, ils vont préférer, chez mes éditeurs, une mise en page plus simple, c'est-à-dire tout ce qui est les cercles, les symboles de l'infini, on va plutôt éviter chez eux. Donc j'ai fait quelque chose de plus simple, et vous voyez là par exemple les galères génoises et Marseille, ben, ça d'abord je l'ai fait comme ça. J'ai fait donc ce qu'on appelle un storyboard, ce qui me permet de positionner mon action. Alors quand même ici vous voyez, j'ai mon texte qui est là, j'ai mes galères qui vont dans ce sens-là, parce qu'elles vont vers Marseille. Donc gauche-droite. Ici on a des rats, ici on a un rat qui regarde vers la gauche, pour dire au lecteur en quelque sorte, va à la ligne. Ici, on a la puce sur le rat qui elle-même a des parasites qui transmet la peste, qui regarde vers la droite pour dire au lecteur, va à la case suivante. La scène nous amène ici. Et on a les gens qui débarquent, qui vont vers la droite. En fait, je fais toujours attention à ce qu'il y ait un Z, ou plusieurs Z, que le lecteur fasse ça en permanence. Et ici, pareil, il rentre, même s'il est un peu de face, on voit que sa main va pousser la porte dans un sens de façon à inviter le lecteur à aller à la case suivante, etc., jusqu'à ici, elle regarde vers le bas. Dans le storyboard, comme ça, donc je fais valider auprès de l'éditeur et du scénariste, là en l'occurrence c'est la même personne, est-ce que tu valides? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dessiné? Autre chose, je lui demande là, est-ce qu'on peut montrer de la nudité? Moi je sais pas, en fait. Je sais pas si les gens étaient très prudes à l'époque, je ne sais pas si elle était totalement torse nu pour regarder les bubons qui poussaient sous son aisselle. Ouais, c'était sexy quand même comme histoire. Donc voilà, ça ce sont les pages suivantes. J'avais imaginé ici utiliser un corbeau qui se déplace dans la page pour essayer d'amener le lecteur suivre l'histoire. J'ai abandonné l'idée parce que vous verrez que la page elle est très très chargée. Là vous voyez, vous avez une vieille dame qui pointe du doigt. Ici vous avez un bonhomme qui pointe du doigt aussi. Ça ce sont des flèches naturelles en fait. Voilà, encore une dernière page. Je vous montrerai les crayonnés détaillés ensuite. Voilà, ça ce sont les pages avant ancrage. Une fois que l'éditeur m'a dit OK, je me suis appliqué. J'ai fait attention à tout ce qui était la perspective, à tout ce qui était l'anatomie. J'ai fait attention à plein d'autres choses. L'intérêt de travailler en numérique, c'est quoi? C'est que moi je suis un dessinateur laborieux, donc si je me trompe et que je dessine une tête trop grande ou trop petite, honnêtement, la gommer et la recommencer, non, c'est trop compliqué. Donc je la sélectionne et je la redimensionne. Je change la taille, comme on changerait la police d'écriture sur un texte. C'est assez facile à faire. Pareil, ce rat ici, j'ai vu que ses griffes touchaient le bord de la case. C'est pas très beau. Ça fait un nœud graphique. Donc avant d'ancrer, j'ai décalé un petit peu le rat. C'est beaucoup plus simple pour moi. Autre chose, ici, vous voyez que le crayonné il a une texture un peu différente. Mais je vais vous révéler un secret, j'ai triché. C'était une photo en fait. C'est-à-dire que comme ça se passe à Rouen, et habitant à Rouen, c'était assez simple pour moi. Je suis allé, c'est entre la rue Saint-Nicolas et la rue Saint-Romain, qui est toute petite ruelle, j'ai pris une photo. Pour qu'on ne le reconnaisse pas trop, je l'ai inversé, j'ai un petit peu tordu, je l'ai passé en noir et blanc, et mon crayonné, il est fait. Ça me fait gagner un temps de dingue. Et puis ça donne un rendu qui est plus naturel. Là, ici, ces pages ont pu être réalisées, comme je disais, avec l'aide de nos amis bibliothécaires, parce que j'ai pu avoir des dessins, notamment des coiffes, des vêtements des personnages. Parce que honnêtement, je n'avais aucune idée de comment ils pouvaient s'habiller ces gens-là. Voilà. Vous voyez, cette histoire du corbeau, je l'ai laissé tomber. Enfin, je l'ai laissé dans un coin le corbeau, mais c'était juste pour donner un petit message funeste à cette histoire, vu que tout le monde va mourir. Le portail de l'église Saint-Maclou, pareil, j'ai pris une photo.
Et puis là, bon, j'avais cette dame qui pointe du doigt, et puis j'avais une perspective comme ça pour la rue qui me plaisait bien, mais le personnage il n'allait pas vers le point en bas, alors j'ai rajouté un chien en fait. Qui pointe la tête, le museau vers le bas, en bas à droite. Parce qu'en bas à droite, ça veut dire en quelque sorte tourner la page, quoi. Le sens de la fosse commune me ramène vers la gauche, c'est-à-dire qu'on a les personnages qui vont vers la droite, la fosse commune me ramène vers la gauche. Pour avancer, lui il tire vers la droite, etc., etc. Et là pareil, il pointe du doigt pour tourner la page. Honnêtement, c'est un peu facile d'avoir utilisé 2 fois le pointage de doigt. On fait ce qu'on peut. Je vous montre un autre exemple de ce en quoi nos amis bibliothécaires ont pu m'aider, c'est qu'elles ont réussi à me trouver un texte qui était le contrat de cession de ce qui est devenu Lettres Saint-Maclou, qui était à l'époque un champ. Et il y a des descriptions de dimensions, de taille, et ce que l'ancien propriétaire exige, c'est-à-dire qu'il exige qu'il y ait un muret qui soit construit, etc. Donc on n'a pas d'image, encore moins de photos bien entendu. Mais grâce à la description qui m'a été transmise, j'ai pu crayonner quelque chose. Donc c'est vraiment... Merci encore. Oui, alors pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, Lettres Saint-Maclou est devenu... le cimetière était surchargé, et dans cette histoire, vous avez le curé qui dit au palefrenier qui trimballe les corps, il n'y a plus de place dans le cimetière, il faut que tu les amènes ailleurs. Le palefrenier, il se dit, bah, où est-ce que je vais bien pouvoir les amener? Et quelqu'un lui dit, il faut les amener à Lettres Saint-Maclou. Lettres Saint-Maclou, à ce moment-là, n'était qu'un champ. Pardon, j'aurais dû commencer par ça. Et voilà donc la dernière page avec le crayonné. Le crayonné m'a permis aussi de le faire en numérique, c'est-à-dire de détailler un petit peu. Il y avait des croix peintes sur les portes des maisons qui ont été vidées et enlevé des corps. Donc ça, par exemple, pour mieux détailler mon crayonné, j'ai séparé ce qui relève des détails de la porte et ce qui relève de ce qui a été peint. Maintenant, je vais vous parler ancrage. Alors l'ancrage, donc c'est l'étape d'après. L'ancrage, ça a été mon métier pendant 8 ans à peu près. Je fais ce métier depuis à peu près 12 ans et pendant 8 ans, je n'ai été presque que encreur. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur les crayonnés d'autres personnes et je les ai terminés, je les ai repassés à l'encre. Je vais vous montrer quelques exemples d'ancrage fait à partir d'un crayonné de Jim Lee sur une couverture de Batman. Voilà, donc ici vous avez un crayonné de Jim Lee. Jim Lee, c'est une rockstar du comics américain. Dans le cadre d'une action caritative, il a produit un crayonné qui ont été ancrés par plusieurs personnes différentes. Chaque original a été vendu aux enchères pour une action caritative. Donc, outre le fait que ce soit une belle action, moi ça me permet de montrer des exemples d'un même dessin ancré par plusieurs personnes. Donc ici vous avez Batman, la main en l'air, il est éclairé par en dessous, il a le signal derrière lui, il y a un dirigeable, de la pluie, il a le pied sur une gargouille, il est déterminé, c'est le héros, il va sauver tout le monde. Ok ? Ici vous avez la version ancrée. Donc c'est le même dessin qui a été, entre guillemets, repassé à l'encre. Là en l'occurrence c'est du pinceau et de l'encre de Chine exclusivement. Par Scott Williams. Scott Williams, c'est l'encreur habituel de Jim Lee. Ça fait 30 ans qu'ils bossent ensemble. Ils se connaissent parfaitement. C'est-à-dire que Jim Lee, c'est exactement ce que Scott Williams va rendre, et Scott Williams, c'est exactement ce que Jim Lee attend de lui. Alors on a toujours la pluie, on a toujours le signal derrière, on a toujours la lumière qui vient par en dessous, il est toujours déterminé, etc., etc. Il y a un petit quelque chose quand même. Ici, vous avez un petit peu des zigzags de crayon. C'est anecdotique, hein. Et pourtant, vous verrez que ça a son importance. Ici, vous avez des zigzags de crayon, c'est-à-dire que c'est l'ombre sur l'immeuble d'à côté. Et Jim Lee n'a pas détaillé ça du tout. Scott Williams s'est dit, je vais faire un dégradé du clair vers le sombre. Il est parti du principe que les villes, la nuit, ne sont pas éclairées par en haut, elles sont éclairées par en bas. Elles sont éclairées par les éclairages publics, elles sont éclairées par les lumières chez les gens, et donc, la ville est éclairée, l'orientation de la lumière est inversée. Donc, Scott Williams s'est dit, la nuit, une ville doit être éclairée par en bas. Donc, il a fait une sorte de dégradé,
si on regarde de plus près, en fait, c'est pas un dégradé, ce ne sont que des traits noirs sur du blanc. C'est ce qu'on appelle des dents de peigne. C'est le principe de la gravure, en fait. En rapprochant des trames, on va pouvoir donner une sensation de grisé. Ben là, c'est un autre dessinateur qui a ancré la même chose. On a toujours Batman, il est toujours déterminé, il est toujours éclairé par en dessous, etc. Mais lui, par contre, il n'a pas fait ici du blanc. Il s'est dit que la ville allait être toute noire. Je pense qu'il a fait ça pour une raison de simplification du dessin. Moi, j'y trouve quelque chose d'intéressant, c'est que du coup, la ville, elle est encore plus sombre, donc encore plus dangereuse. Donc on a encore plus besoin d'un héros comme Batman. C'est un petit détail, mais mis bout à bout avec les autres, ça va donner une ambiance beaucoup plus glauque. Et puis au-dessus, il s'est dit que s'il pleuvait, c'est qu'il y avait des nuages. Donc il a rajouté des nuages. Tandis que les précédents avaient confiance aux coloristes. Le suivant a ancré encore différemment. Vous voyez que c'est toujours le même dessin, c'est toujours le même personnage, mais l'ambiance n'est quand même pas la même. Ici, vous en avez un autre qui a fait du lavis. Donc c'est de l'encre de Chine diluée. Bon, pour moi, ça manque de contraste. Je ne pense pas que ce soit le meilleur encreur possible sur ce titre-là. C'est quelqu'un qui fait généralement des dessins beaucoup plus lumineux. Il n'est pas fait pour. Ça, c'est quelqu'un qui s'est servi d'une base et qui est parti sur toute autre chose. Parce qu'à l'époque du comics, où le comics a commencé, le dessinateur ne faisait pas des bases aussi précises. Et les encreurs avaient beaucoup plus de latitude, de liberté. Voilà, encore un autre exemple, avec ici une technique que certains connaissent peut-être, c'est la brosse à dents. Donc on met de l'encre de Chine sur une brosse à dents, si possible usagée, et on frotte, donc ça mouchette sur à peu près 1 mètre carré. Il faut être un peu soigneux, il faut protéger les personnages, mais ça permet de donner un effet de grisé. Parce qu'encore une fois, sur ce dessin, là à gauche, on n'a que du noir et du blanc. On n'a pas de gris, et pourtant on a une sensation de gris. Et ici, je vous ai remontré le crayonné pour vous refaire une idée, et une version mise en couleur par Yamcha, qui est un excellent auteur, Yamcha, et qui, lui, a fait un ancrage à sa façon, et qui, en fait, a... Pourquoi cette image marche bien? C'est parce qu'il y a un double contraste, une double profondeur. Il a un ancrage qui est différent sur le personnage de l'arrière-plan. Il y a des traitements qui sont différents. Le personnage est plutôt traité en aplat, plutôt que l'arrière-plan en croisillon et en trame. Et puis surtout, il a utilisé 2 couleurs complémentaires, le vert et l'orange. Enfin, le vert bleu, comme ça, et l'orange. Ce qui permet de faire que Batman se détache. Donc on a une belle profondeur sur cette image. Et bien maintenant, je vais vous montrer mes ancrages. Voilà, donc ça, c'est presque ce que vous pouvez voir dans la salle d'à côté. C'est-à-dire que j'ai ancré sur papier, et ensuite j'ai scanné, et puis j'ai trafiqué mes scans de façon à ce que ce soit lisible. Déjà, il y a quelque chose que vous ne verrez pas dans la salle d'à côté ou à peine, ce sont les lettrages, les textes. Là, je les ai rajoutés pour vous les montrer. Moi, j'utilise du pinceau comme j'encre. C'est principalement du pinceau, de l'encre de Chine. Aujourd'hui, je travaille beaucoup en numérique, mais quand je suis sur papier, c'est pinceau encre de Chine. Et je fais des projections. Donc ici, vous voyez, vous avez des projections que je vais pouvoir faire. Alors, je vais être, puisqu'on en est à vous parler de comment je travaille, les projections n'ont pas été faites sur le papier. En fait, j'ai passé une après-midi à faire plein de projections différentes sur du papier, je les ai scannées et je les ai incorporées sur l'ordinateur, ce qui fait que maintenant, lorsque j'ai besoin de faire une projection, je n'ai plus qu'à cliquer avec Photoshop à l'endroit que je souhaite, où je souhaite que la projection apparaisse, et elle apparaît à cet endroit-là. Et si on a une bulle d'encre de Chine qui tombe mal sur le visage d'un personnage, c'est pas grave, j'ai qu'à le gommer sur Photoshop. Parce que si la bulle d'encre de Chine tombe mal sur l'original, je suis obligé de faire un pâté au blanco. Et c'est moche. Voilà. Donc vous voyez, là par exemple, la photo, une fois ancrée, en fait, c'est assez bien intégré à l'image. On ne voit pas tellement qu'il y a eu une photo. Donc la page d'après, comme je vous disais tout à l'heure, elle est hyper chargée. C'est la nuit, on m'a
fait remarquer qu'il n'y avait pas d'éclairage, donc à part des feux pour essayer d'assainir l'air, parce qu'ils étaient persuadés que ça venait de l'air et qu'il fallait brûler la maladie dans l'air. Donc c'est pour ça que c'est quand même très très sombre et chargé. Ici, pour ceux qui s'intéressent, il y a une texture qui est faite avec du pinceau sur lequel je mets très peu d'encre. Ça, c'est un petit peu l'avantage par rapport au numérique. C'est-à-dire que si on veut faire des effets de pinceau sec pour faire de la texture, il suffit de mettre peu d'encre sur un pinceau. Sur un ordinateur qui marche bien, donc cher, il faut un logiciel qui est très cher, et on passe des heures à paramétrer quelque chose qui va être simili aléatoire. Avec un pinceau à 10 €, il suffit de mettre peu d'encre et on a du pinceau sec. Voilà. Et la dernière case, où vous voyez que ici c'est du grisé, c'est-à-dire que mon ancrage, je n'ai pas repassé la croix qui a été faite sur la porte et également le sang vomi par le curé, désolé. Je l'ai fait à part, ça c'est pour aider le coloriste. C'est-à-dire que le coloriste, sinon, pour lui, c'est déjà assez fouillis, excusez-moi le terme, un peu bordélique quand même comme page. Donc, je l'ai mis à part en lui disant, tu superposes ça comme un calque. Et d'ailleurs, sur Photoshop, ça s'appelle des calques. Alors, je vais vous montrer maintenant la couleur de François Fleury. Là, j'en parle relativement peu parce que j'y suis pour pas grand-chose. C'est un coloriste de talent, donc j'ai pas eu grand-chose à ajouter. Moi, ma seule consigne, c'était qu'il ait des palettes simples. On a juste changé j'ai juste demandé d'avoir ici quelque chose de très lumineux parce qu'on est à Marseille, pour que déjà dans l'ambiance, on ne soit pas dans la même ambiance que les pages suivantes qui se passent à Rouen et que j'ai imaginé plutôt de nuit. Et voilà, donc on a des palettes qui sont quand même assez sourdes. Avec tous ces personnages qui sont un petit peu orangés, parce qu'ils sont tous éclairés par du feu, en fait, par les feux. Ils ne sont pas éclairés par la... C'est pas la nuit où ils seraient éclairés par la lune. Si on regarde un épisode de Zorro colorisé, ils sont tous bleus, en fait, parce que la nuit, on est tout bleu. Si on... Pareil, d'ailleurs, niveau ambiance, on a tous vu ces films où il y a un sous-marin qui coule. Dans ces cas-là, il y a un signal d'alarme et une lumière rouge qui apparaît, et les gens sont tous rouges. Même s'ils ont un pull vert, leur pull il est rouge. Il y a des couleurs qui bouffent tout. C'est pour ça que la couleur du feu qui est orangée va beaucoup prendre le dessus. Et voilà. Et donc vous voyez que, le sang et la peinture, en fait, il a tout simplement repris ce que je lui avais mis à part, et il l'a juste passé dans la couleur du rouge. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'avais fait quelque chose d'assez classique dans la mise en page, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cercle, on n'a pas de choses un peu comme ça, mais par contre, il y a quelque chose qui est pas si commun dans la BD franco-belge classique, ce sont ce qu'on appelle les bords perdus, c'est-à-dire ces cases ouvertes. Et ça, moi, j'en ai énormément de cases ouvertes parce que c'est classique du vocabulaire du comics. Ça permet d'aérer plus. Et si je remonte en arrière, ici vous avez une case à bord perdu, une case à bord perdu, une deuxième case à bord perdu, ce qui fait que la page entière est filmage. Ça c'est mon goût. D'autres dessinateurs vont dire non, du coup c'est trop peu aéré, et peut-être qu'il aura raison dans le cas de cette page 3, mais voilà, c'est comme ça que je le présente. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop long. Pour le scénario, alors je sais que ça ne te regarde pas spécialement, mais moi j'étais tombé sur des scénarios de Fred Duval qui avait fait tous les Carmen et tout ça. Et du coup là ça m'a vraiment choqué parce que Fred Duval, quand il décrit une case, des fois il en met une pâte à caisse, alors qu'il a fait plein, il est très connu pour écrire plein de scénarios. Et il expliquait, voilà, par exemple il y a une case où c'est un brochet dans l'eau au fond avec une voiture, et il disait oh le petit brochet a l'air un peu triste, machin. Des heures à écrire tout ça, et au final, le dessinateur il dit bon, je fais un brochet, voilà. Et je me disais, qu'est-ce que vous avez le plus souvent au final? Ceux qui font juste mettez 3 galères et débrouillez-vous, ou tout le petit truc avec la petite histoire? Les deux. Et parfois, c'est le même scénariste qui va faire les deux. Ah bon? C'est-à-dire que parfois, il va détailler l'hygiène dentaire du brochet.
Et parfois, dans la case d'après, il va dire ouh là par contre je te fais confiance. Parce que soit il n'a pas d'idée, soit il sait que le dessinateur va bien représenter ce genre de scène. Je pense notamment, on parle de Fred Duval. Fred Duval travaille beaucoup avec Christophe Quay sur notamment une série qui s'appelle Travis. Et Christophe est excessivement bon dans les courses de voitures, dans tout ce qui est mécanique et tout ça. Et donc, je ne connais pas quel est le scénario, je ne sais pas quel est le scénario de Fred. Mais moi je serais Fred, je sais que je pourrais tout à fait avoir confiance en Christophe. Mais presque à lui dire, il y a 2 pages de course automobile. Ah oui. Fais-toi plaisir, et moi je viendrai mettre du dialogue. Ou bien il est important qu'il se dise ça. Encore une fois, peut-être que je dis une bêtise, et si ça se trouve c'est très directif dans le scénario de Fred Duval, mais parfois on a les deux. En fait. Moi j'aime bien travailler quand on me laisse plus de latitude. C'est-à-dire que si j'ai trop de texte, il m'est déjà arrivé de ne pas lire au bout de 4 lignes. Je me dis non, il y a 12 cases dans la page, chaque case va faire 2 cm sur 3, il y a beaucoup trop d'informations, de toute façon, moi, qui viens du comics, encore une fois, donc de pages plus petites, je ne vais pas mettre du décor de partout. C'est-à-dire que je pars du principe que si on a eu le décor sur la première case ou sur une deuxième case ou troisième case, le lecteur il aura compris où ça se passe. Donc si j'ai une belle, je vais prendre un exemple que j'improvise là, si on dessine ce qui se passe là, et que je vais dessiner d'abord l'extérieur de la bibliothèque, ensuite je vais dessiner la salle ici, bon, si je continue à faire du décor, les personnages vont être petits comme ça, et je perds tout ce qui est l'intention, l'expression du visage, etc. Donc là, moi dans ces cas-là, si la personne me dit qu'on regarde la personne qui parle au micro et que derrière lui il y a un écran avec une salle, etc. et que dans la salle on a, qu'est-ce que c'est? Je vois pas, une table avec des lumières. Non, moi ça je ne le dessine pas en fait. Je me serais dessiné sur un fond blanc. Voilà. Ce métier d'encreur, moi je l'ignorais totalement avant qu'on se connaisse. Quand je lisais Astérix, il y avait Uderzo et Goscinny, j'en ai à peu près compris qu'il y avait un dessinateur qui écrivait l'histoire. Là, avec toi, j'ai compris que non, il y avait encore d'autres personnages dans le fait de faire une BD. Il y a l'encreur, peut-être encore des étapes que tu as très bien décrites. Donc déjà, c'est très étonnant. Dans une démarche totalement artisanale, et c'est le sens de ma deuxième question. Est-ce que les nouvelles technologies ne permettraient pas de s'économiser, malheureusement, je ne me réjouirais pas de ça, mais toutes ces étapes, finalement, paf, on appuie sur un bouton, ça s'ancre automatiquement, la petite bulle, elle va aller là, on la duplique, etc. Est-ce que ce métier a de l'avenir? Le métier d'encreur? Non, global. Non, le métier d'encreur, c'est un peu comme un métier, c'est un peu comme le maréchal ferrant, c'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui vont avoir besoin de ferrer des chevaux, mais on se déplace en voiture maintenant. Et ce que tu as décrit est tout à fait juste, c'est-à-dire que, et moi le premier d'ailleurs, je travaille en numérique en grande partie. C'est-à-dire que ce que vous avez vu comme crayonné qui est relativement détaillé, en fait, maintenant les détails du crayonné, je les fais directement à l'encre. Alors, je ne les fais pas à l'encre, en l'occurrence. Je les fais avec un outil qui imite l'encre sur un ordinateur. Ça me fait gagner un temps de dingue, parce que pour faire tous ces détails au crayon, pour ensuite les repasser à l'encre, c'est de la perte de temps. Donc oui, en effet, alors le point négatif, c'est que j'ai travaillé pendant 8 ans en tant qu'encreur, et que j'ai été remercié d'une série, Injustice, parce que justement, le dessinateur est passé en numérique. Donc, plutôt que de faire ces détails au crayon sur du papier, il les fait au stylet sur une tablette. Et plutôt que d'avoir un rendu crayon, il a un rendu encre. Alors là où j'amène quelque chose un petit peu de différent, c'est que je sais que pour 95% du lectorat, ça ne va rien changer. Maintenant, on perd quelque chose. C'est-à-dire que moi, à l'ancrage, je vais me vanter une petite minute. Moi, à l'ancrage, je suis capable de faire des choses que beaucoup d'encreurs ne font pas. Parce que pendant 8 ans, j'ai fait que ça, jusqu'à une 50aine de pages par mois. Donc je pense être plus spécialiste. Si on prend l'analogie avec les médecins, il y a un médecin généraliste qui fait tout. Le cardiologue, il connaît très bien comment fonctionne le cœur, mieux que le généraliste.
Eh ben, moi, par exemple, je peux faire des projections, des effets de pinceau sec. Je sais que ce personnage se détaille bien parce que j'ai fait un contour épais. C'est pas parce qu'on a un rendu parfaitement noir sur un fond parfaitement blanc qu'on a une qualité d'ancrage. On a quelque chose qui est imprimable, et c'est ce que l'éditeur cherche, et c'est ce que le lecteur veut, mais il y a quelque chose que quelqu'un qui n'aurait pas un sens de l'ancrage ne sera pas capable d'obtenir, même s'il a tous les outils qui vont bien. Ensuite, par rapport à ta première question, oui, Uderzo faisait le dessin. Le coloriste n'était pas crédité. C'était ce qu'on appelle vulgairement un nègre. Et Albert Uderzo, donc le monsieur Astérix, avait, et a toujours, un frère qui s'appelle Marcel Uderzo, qui faisait beaucoup de ses ancrages. C'est aussi ce qu'on appelle un nègre. Tintin, par Hergé, donc, quand c'était feuilletonnant, quand il était dans les temps, il faisait tout, Hergé. Quand il n'était pas dans les temps, il demandait à son voisin de studio de l'aider à faire l'ancrage et les décors. Ce voisin de studio, c'est Edgar P. Jacobs, qui a fait Blake et Mortimer. Inversement, quand Edgar P. Jacobs était à la bourre, c'était Hergé qui lui faisait des storyboards, ou qui lui faisait le lettrage, etc. etc. Donc, les étapes, même si elles sont communes aux comics et à la bande dessinée, c'est vrai que ce n'est pas forcément des métiers séparés. Maintenant, quand il y a besoin de sortir de la page vite, les Européens aussi ont travaillé à la méthode américaine parce que il faut tomber de la page, quoi. Alors, juste pour compléter, pourquoi est-ce les Américains ont séparé les tâches comme ça dès le début? C'est parce qu'en fait, ils ont besoin de sortir un fascicule de 20 pages tous les mois. 20 pages par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut un petit peu de week-end, ça fait une page par jour ouvré. Du lundi au vendredi, ça fait une page, ça fait donc 5 pages par semaine. Une seule et même personne, il aura énormément de mal à réussir à tout faire. Il y en a, ils sont rares. Donc, comment ça se passe? Le dessinateur, il dessine la page 1 le lundi. Il la donne à l'encreur le mardi. Pendant ce temps-là, il dessine la page 2. L'encreur encre la page 1. Le mercredi, l'encreur donne la page 1 au coloriste, il encre la page 2 et le dessinateur dessine la page 3. Donc en 20 jours plus 2, donc 22 jours, on est capable de faire 20 pages. Non, en pratique, ça ne marche jamais. Il y a toujours quelqu'un qui est à la bourre. Mais c'est ça l'idée. Et sur Masqué, qui était une série en 4 tomes, donc 4 fois 46 pages. Normalement, ça c'est entre 9 mois et 1 an pour la publication. Sur Masqué, le pari de base c'était de faire ça en 1 an. Donc on a fait 4 fois 46, presque 200 pages en 1 an. En pratique, ça a mis 15 mois. On a été un petit peu à la bourre. Mais par rapport à 46 pages en 1 an, on a appliqué la méthode américaine. Voilà. Choisissez-vous une contribution donc, par des commandes éditoriales, des demandes de votre part, ou un désir de travailler avec les scénaristes et les dessinateurs? Tout ça en même temps. Ce que je fais pour petit à petit, ce sont des commandes, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Donc Olivier Petit ou ses éditeurs vont me contacter en disant on a besoin de quelqu'un sur Le Havre, sur Dieppe, sur le France, etc. Là, à ce moment-là, je regarde quel est le scénario, si ça m'intéresse ou pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi des scénaristes avec qui j'aimerais bien bosser, on se croise en salon, donc on en discute. Si ça peut se faire, c'est bien. Ça s'est déjà fait notamment chez Petit à Petit, parce que des scénaristes, c'était sur le France où Thomas Mosdy était scénariste. Il m'a écrit 2-3 choses et j'ai dit ah oui, ça me dit bien de dessiner Salvador Dali. Parce que vous avez compris, sur toutes ces histoires historiques, j'ai dessiné énormément de curés qui meurent. Et donc là, j'avais la possibilité de dessiner Salvador Dali. C'était quand même un petit peu plus sympa, un petit peu plus cool. Ça a changé, voilà. Donc, ça dépend. Il y a aussi des projets que je peux proposer. Là, actuellement, par exemple, je travaille plutôt en direct avec des lecteurs ou des collectionneurs, où je suis en train de travailler sur une série d'illustrations sur des musiciens. Voilà. Donc, je leur demande quel est le musicien que vous souhaitez que je vous dessine, et comme ça, je mets en place tout un panel de musiciens.
Vous faites partie donc des rares Français à participer à des récits DC et Marvel. Est-ce que vous étiez amateur de comics avant de travailler dans le milieu? Oui, bien sûr. Oui. J'ai travaillé là-dedans parce que ma consommation était trop grande, donc je me suis dit que ces BD-là, au moins, j'aurais pas à les acheter. Et non, c'est en fait vraiment ce qui me plaisait. Le comics, moi, me plaît en tant que lecteur parce que je trouve que c'est le bon format. Le manga, pour moi, c'est trop petit. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on tourne les pages trop vite. On n'a que 2-3 cases par page. Par contre, c'est hyper dynamique. La bande dessinée, pour moi, je vais être franc avec vous, je trouve ça un peu trop grand. C'est-à-dire qu'on va se perdre dans plein de cases, dans plein de textes, dans plein de décors. Et donc, c'est relativement peu dynamique. Pour moi, le comics, c'est la bonne taille. C'est-à-dire que l'œil, quand on ouvre une page de comics, on voit la page dans son intégralité d'un coup. Donc on peut voir une action, par exemple sur les pages que je vous ai montrées, avec le bonhomme qui descend l'escalier, qui met sa robe de chambre et qui descend l'escalier. C'est en une seconde on a compris ce qui s'est passé. Et pour moi, du coup, c'est un style de bande dessinée qui est très cinématographique et qui me plaît beaucoup. Et puis, au-delà de ça, bien entendu, moi j'ai été biberonné avec tous ces récits de super-héros, parce que je suis né en 79, donc dans les années 80, on avait le choix d'avoir une bande dessinée, donc bande dessinée qui coûtait, aujourd'hui c'est une quinzaine d'euros, et il y avait possibilité d'avoir ce qu'on appelait Strange, à l'époque, où c'était des compilations, ça faisait 120 pages au lieu de 40 pages, et ça coûtait 4 francs. Et en tant que gamin, pour moi, c'était génial, quoi. C'est comme ça que j'ai beaucoup plus fait ma culture comics que bande dessinée. D'autant plus qu'à l'époque, le comics était devenu passionnant avec des histoires comme Watchmen ou Dark Knight, où les super-héros étaient arrivés à un âge adulte et qui changeaient de toutes ces histoires de bonhommes en collant qui arrêtent les voleurs de banque. Et puis pour compléter, j'ai toujours dessiné, et c'est l'ancrage que j'ai toujours préféré faire. Et l'ancrage est une discipline typiquement américaine. Comme je disais, les dessins sont toujours ancrés, ou presque toujours ancrés dans la bande dessinée française également, mais qu'il y ait un encreur dédié à ça, c'est rare, ou la plupart du temps ce sont les nègres, comme je disais précédemment. Pour la peste à Rouen, vous vous êtes renseigné de façon historique pour illustrer l'histoire. Si oui, comment? Oui, je me suis renseigné, mais je me suis renseigné grâce à nos amis bibliothécaires qui ont pu trouver les bons documents. Parce que, je vais vous donner un exemple précis. Sur Dieppe, je devais dessiner un 5 pages consacré à l'opération Jubilé, qui était le débarquement des Canadiens donc sur la plage de Dieppe en 1942. Bon, l'histoire était assez claire. Il y avait des photographies, pas de problème. Si ce n'est que non, en fait. Parce que moi, j'ai besoin de pas mal de détails. C'est-à-dire qu'une photographie noir et blanc piquée d'un soldat, ça ne me dit pas ce qu'il y a sur son écusson. Ça ne me dit pas comment la lanière de son casque est attachée. Est-ce que c'est un bouton de pression? Est-ce que c'est une ceinture avec un trou dans la ceinture? Ça, je ne sais pas. Donc, il a fallu que je cherche. Et donc, j'ai demandé à mon ami Google, soldat canadien. Je trouve plein de soldats des opérations spéciales actuelles en Afghanistan, mais je trouve rien en 1942. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que, en fait, en 1942, c'était l'Empire britannique. J'avais pas le bon intitulé. Ils avaient tous le même uniforme. Ils avaient tous le même uniforme, à quelques détails près, en fait. Qu'ils soient australiens, néo-zélandais, américains ou anglais, c'était des soldats de l'Empire britannique. Donc ça, moi, j'ai galéré, parce que je suis pas historien. J'ai galéré aussi parce qu'il y a des chars dans cette histoire. Dans cette histoire, les chars, c'était les Churchill, Mark I et Mark III. Ça a son importance. Je trouve une référence pour le Mark II. Je dessine donc ma page avec des Mark II. Je me dis, s'il y a le 1 et le 3, il y aura le 2. Eh bien non. Parce que le 2, c'est le 1 avec une espèce de tapis en rouleau qui permet au char de circuler sur le sable. C'était un char qui a été utilisé dans le désert. Voilà, donc j'ai dû faire un travail d'historien amateur, ce qui m'a pris un temps infini et ça a été très compliqué. Et le fait d'avoir pu m'appuyer sur Virginie et Christelle notamment, sur cette histoire sur la peste à Rouen, ça a été très utile pour moi. Oui. Quelle est votre formation de base?
Alors moi de formation, je suis autodidacte. Moi de formation, je suis ingénieur en conception mécanique. J'ai joué 5 ans en ingénieur et puis maintenant je fais ça. Et voilà, donc je suis autodidacte, donc, tout à fait. Il y a aujourd'hui des écoles qui existent sur la bande dessinée. Ce sont des écoles privées, ce sont des écoles très chères. C'est aux alentours d'une dizaine de milliers d'euros l'année. Et je n'ai jamais vu un seul éditeur me demander un diplôme. Donc il y a un intérêt quand même à l'école. Moi en fait, mon école, ça a été Pôle emploi. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté d'être ingénieur, j'ai pu avoir une allocation qui m'a permis de gagner de l'argent pendant le temps où je me formais. Parce que il se dit assez régulièrement que entre un amateur de bon niveau et un professionnel, il y a 200 pages. Donc si on fait ça le soir à côté de son travail, 200 pages, ça va mettre 150 ans. Si on fait ça tous les jours à l'école avec un prof qui nous aide, déjà on n'aura peut-être pas besoin de 200 pages, on n'aura peut-être besoin que de 120, et puis on les aura faites en 2 ans. Mais c'est un peu cher quand même. Les bulles rondes, c'est plutôt quelque chose qui est américain à la base. Les bulles ont été plutôt carrées historiquement dans la bande dessinée française. Carrées parfois un petit peu arrondies sur les angles, mais grosso modo, ça a toujours été plutôt des carrés en France. C'est pour ça que chez Petit à Petit, on nous a demandé de faire des bulles carrées. Autre chose, on nous a demandé d'utiliser une police dont ils avaient acheté les droits, parce qu'une police est un logiciel informatique, on ne peut pas les utiliser comme on le souhaite, de façon à ce qu'il y ait une uniformité d'une planche à l'autre. C'est-à-dire qu'on nous a dit d'utiliser cette police-là en corps de caractère 11, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très défini. Chez les éditeurs américains, ils ont une personne en interne qui est ce qu'on appelle un lettreur. C'est lui qui va poser les bulles, c'est lui qui va poser les textes, et pareil, il va avoir des codes, des règles à respecter à ce niveau-là. Moi personnellement, je préfère la bulle ronde parce que je sais que je réussis à mettre plus de texte en fait dans une bulle ronde. On peut resserrer la bulle autour du texte, donc je vais moins manger sur mon dessin avec une bulle ronde. Voilà. Mais encore une fois, moi je suis un lecteur de comics, donc j'ai presque vu que des bulles rondes. Hein. Enfin, bien entendu, j'ai lu Tintin et tout ça auparavant. Voilà. Alors, juste, je reviens rapidement sur l'école. Vous avez quand même à Rouen, je suis un petit peu mauvais exemple vis-à-vis des écoles, parce qu'il y en a une à Rouen qui s'appelle Terre et Feu, qui est une école qui fait en fait un petit peu des classes préparatoires pour pouvoir rentrer, pour pouvoir passer des concours et autres, qui sont pluridisciplinaires, c'est de l'école d'art et qui a des modules de bande dessinée. Et pour ceux que ça intéresse, Terre et Feu, c'est un enseignement que j'estime beaucoup. Et puis on a la possibilité de faire aussi bien de la sculpture que de la bande dessinée. Et par exemple, la sculpture va permettre d'apprendre beaucoup mieux l'anatomie qu'un cours de dessin. Et elle se trouve où cette école? À Rouen? Oui, c'est à Rouen, c'est à côté de la Halle-aux-Toiles. C'est la rue qui remonte de la Halle-aux-Toiles vers la rue du Général Leclerc. Et donc on ne se souvient plus du nom de la rue. Voilà. Bravo. Est-ce que vous pourriez penser, je ne sais pas, à un lien avec ce que vous faites et puis un jeu vidéo par exemple? Non. 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 Pour les dessins Il y a une part de design dans le jeu vidéo, mais sinon c'est une façon très différente de travailler, c'est-à-dire que ce soit le jeu vidéo ou l'animation, c'est de la 3D en fait. Donc moi je travaille dessin par dessin, eux ils vont définir un personnage sous toutes ses coutures, ils vont définir les décors sous toutes leurs coutures aussi, et c'est vraiment quelque chose que... Il y a des passerelles qui se font entre auteurs, si l'auteur est intéressant, notamment des scénaristes, il va pouvoir travailler sur le jeu vidéo. Des passerelles se font aussi sur les dessinateurs, les artistes, mais c'est quand même deux façons de travailler totalement différentes. Par contre, j'aurais peut-être plus de possibilités de travailler pour le cinéma en faisant du storyboard. Paradoxalement, le cinéma pourrait être plus proche de la bande dessinée que le jeu vidéo. L'animation, il y a une part de storyboard aussi sur l'animation, mais il n'empêche que
ça s'éloigne. D'expérience et toutes les informations que tu viens de nous donner sur la bande dessinée. Je pense que je mettrai directement la vidéo YouTube avec la notice descriptive des planches et de la BD, ça va plus vite. Et ainsi tu as transmis aussi ta façon de faire, ta façon d'appréhender l'exercice à la postérité, ce qui est l'objectif qu'on essaye de tenir au niveau de la bibliothèque patrimoniale. C'est très impressionnant. Ouais, tout de suite. Hein.